Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Deuxième tendance ici du courant nationaliste algérien, mais cette fois-ci, ça va être porté par les religieux. Ce sont les hommes religieux qui vont porter ce mouvement de revendication, donc là, des droits des musulmans, et qu'on va avoir ici ce qu'on appelle l'association des ulémas. Nous allons avoir l'association des ulémas, et que cette association des ulémas-là, donc là, fondée par un certain religieux qu'on appelle Ben Badis, et formée de lettrés musulmans. Parce que là aussi, on a des intellectuels qui vont y être, mais ce sont des intellectuels beaucoup plus penchés sur la théologie, beaucoup plus penchés sur la religion musulmane, et qui vont réclamer le pouvoir, un pouvoir musulman et arabe, et qui vont refuser l'assimilation, comme cela s'est passé dans nos colonies au Sénégal. Quand on a eu nos hommes religieux comme les Cheikh Ahmadou Bamba, les El Hadj Malick Sy, les Cheikh Omar Foutiyou Tall, qui ont lutté contre l'assimilation, qui ont lutté pour que l'on puisse préserver nos valeurs morales et nos valeurs traditionnelles et nos valeurs religieuses. Là-bas aussi, en Algérie, le mouvement dénommé Association des ulémas et qui est constitué essentiellement de lettrés musulmans, ce mouvement-là aussi va avoir comme revendication non seulement plus de pouvoir aux musulmans, mais surtout va avoir comme revendication la lutte contre l'assimilation. Et là, il va même introduire même une certaine idéologie au sein même de l'Algérie à travers sa devise, à savoir l'islam est ma religion, l'arabe est ma langue, l'Algérie est ma patrie. Donc ça, c'était une idéologie qui devait mettre dans la tête des Algériens pour le pousser à vraiment adopter ce sentiment nationaliste vis-à-vis des Français. Et c'est à partir de cela même qu'ils ont réussi à écrire beaucoup de livres, ils ont fait beaucoup de publications. Troisième et dernière tendance, et que même c'est cette même tendance même qui va déclencher le processus de la guerre en Algérie, ça va être le Parti du peuple algérien. Parti du peuple algérien dirigé par un certain Messali Hadj. Donc, c'est Messali Hadj qui sera vraiment le porte-étendard du parti du peuple algérien, et que leur revendication à eux, c'était l'indépendance. L'indépendance immédiate avec le concours de la France. Donc vous voyez que pratiquement ce nationalisme algérien-là a été incarné par trois grandes tendances, mais chaque tendance aussi avait sa propre revendication. Là, les jeunes Algériens de Ferhat Abbas qui vont réclamer donc là, plus de pouvoir pour les musulmans. On a l'association des ulémas qui vont réclamer plus de pouvoir aux religieux, mais surtout qui vont refuser l'assimilation. Et le Parti du peuple algérien, lui, qui va réclamer l'indépendance tout de suite. Et c'est eux-mêmes qui vont porter la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Raison pour laquelle nous allons essayer d'entrer maintenant dans ce qu'on appelle la guerre d'Algérie. Donc là, voilà camper maintenant le décor. C'est-à-dire, dans cette première partie, nous avons voulu essayer de montrer ce qui était à la cause même du nationalisme algérien et quelles sont les différentes tendances qui ont porté ce nationalisme algérien-là. Mais maintenant, dans le grand 2, ce qu'on va voir ici, c'est qu'à partir de maintenant, à partir de la mise en place de ces tendances-là, quelle va être l'évolution de la France, l'évolution de l'Algérie, jusqu'vers le début de la guerre. Et dans une première partie ici, nous allons voir ce qu'on appelle l'intransigeance de la France, c'est-à-dire le pourquoi la France ne voulait pas donner l'autonomie à l'Algérie. Pourquoi la France ne voulait pas accorder l'indépendance à l'Algérie. Et là, d'abord, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les relations entre la France et l'Algérie étaient très anciennes. Je parlais tout à l'heure du fait que l'Algérie soit une colonie de peuplement. Et que ici, c'est à partir de 1930
qu'on va connaître la première occupation de l'Algérie par la France. Et que pour les Français, l'Algérie était un département, comme je l'ai dit tantôt, l'Algérie étant un département français, et elle va occuper au niveau du bassin de la Méditerranée, c'est-à-dire vers l'Afrique du Nord, vers le bassin de la Méditerranée, l'Algérie va occuper donc là une position stratégique dans ce bassin-là et va essayer même de servir de trait d'union entre l'Afrique noire et l'Europe. Parce que pour avoir accès en Afrique noire, il fallait que les Français puissent passer par la Méditerranée, passer par le désert du Sahara et venir au niveau de l'Afrique noire, à savoir l'Afrique de l'Ouest. Donc l'Algérie va servir de trait d'union, c'est-à-dire le pays qui va relier les deux parties, l'Europe et l'Afrique noire. Voilà pourquoi la France accordait une certaine importance à l'Algérie. Du côté des ressources aussi, son sous-sol était très riche en hydrocarbures. D'ailleurs même, pourquoi la zone de l'Afrique du Nord de nos jours est en proie à certains conflits. On a vu le conflit actuellement en Libye, on a vu la présence des terroristes, la présence de l'État islamique dans le Sahel, le conflit qu'on parle tantôt depuis ces derniers temps du Sahel, et dit que cette zone-là est riche en hydrocarbures, surtout l'Algérie qui est riche en hydrocarbures. Voilà pourquoi beaucoup plusieurs milliers de colons vont s'installer et vont s'opposer même à toute idée de réforme. Toute idée de réforme qui vise à améliorer les conditions de vie des musulmans. Parce qu'ils savaient que si les musulmans avaient amélioré leurs conditions de vie, là, c'est eux-mêmes qui vont récupérer le pouvoir entre leurs mains. Voilà pourquoi tous les milliers de colons, de pieds noirs établis en Algérie avaient refusé, avaient même mis la pression sur l'État français pour que non seulement ces musulmans-là n'aient pas de droit, mais ensuite ces musulmans ne puissent pas avoir accès même à certaines instances dirigeantes. Et c'est cela qui va même entraîner la radicalisation de certains Algériens, surtout par rapport au mouvement nationaliste. Ensuite, deuxième chose, c'est que les leaders nationalistes algériens vont profiter même de ce contexte, du contexte de l'après-guerre, du contexte de la guerre froide, où ils savaient que les États-Unis avaient développé un sentiment anticolonial, et les leaders nationalistes algériens vont hausser le ton. Ils vont commencer à se jouer à la dure. Et c'est à partir de février 1943 que Ferhat Abbas va rédiger un livre qu'on appelle le Manifeste du peuple algérien. Du peuple algérien. Donc là, c'est la première publication qui a été faite par les nationalistes algériens. Donc, et dans cette publication, Ferhat Abbas donc là, va dénoncer le colonialisme français et il va même réclamer la constitution d'une Algérie non seulement démocratique, autonome et fédérée à la France. Donc c'est ça que Ferhat Abbas va demander ici dans son livre Le Manifeste du peuple algérien. Malheureusement pour lui, ce projet va être rejeté par le Comité français de libération nationale. Donc, le Comité français de libération nationale, créé à partir du 3 juin 1943, et qui va être dirigé par le général de Gaulle. Donc, c'est le général de Gaulle qui, avait même lancé son célèbre appel du 18 juin 1940, c'est lui-même qui va mettre en place le Comité français de libération nationale, et c'est lui-même qui va rejeter toutes les réclamations que Ferhat Abbas avait mises dans son manifeste, donc là, le manifeste du peuple algérien. Et en décembre 1943, donc, le général de Gaulle va proposer des réformes. Et des réformes qui vont non seulement accorder la citoyenneté française aux intellectuels musulmans, ensuite, l'accès au collège électoral par ces mêmes intellectuels, et aussi aux emplois et aux organisations élues.
Donc, comme pour vous dire, il va essayer de tendre la main un peu à ces intellectuels musulmans-là. Et aussi, va essayer de pouvoir les faire intégrer les instances de décision. Réformes qui seront jugées trop insuffisantes par les nationalistes qui jugent que cela ne suffisait pas parce que tout simplement, eux étant très majoritaires, plus de 5 millions d'habitants, ils ne pouvaient pas concevoir avoir seulement que ces 3 réformes-là. Et c'est l'arrestation de Messadi Hadj et de Feras Abbas qui va entraîner des troubles, parce qu'ils sont arrêtés même en Algérie, parce que tout simplement, à cause de leurs réclamations, ils vont être arrêtés par la France, et cela va entraîner beaucoup de troubles en Algérie. Et à partir du 1er mai 1945, beaucoup de troubles vont se produire. D'abord, le 8 mai, le jour de la capitulation allemande, le 8 mai 1945, on va connaître beaucoup d'attentats à Sétif et à Guelma. Donc, 8 mai. Attentats à Sétif et à Guelma, en Kabylie. Kabylie, c'est toujours dans la région algérienne. Ensuite, on va connaître une répression même de par la France. La France va réprimer ces troubles-là. Donc, une répression de l'armée française et des milices des colons qui sera très, très, très dure avec presque plus de 8000 morts. Donc, comme pour vous dire que la France était restée intransigeante par rapport à ça. Donc, la France ne voulait pas une certaine autonomie de l'Algérie. Voilà pourquoi ils ont sanglamment réprimé les manifestants à partir de ce 8 mai-là, avec 8000 morts. Et c'est à ce moment-là, maintenant, que, au vu de ces émeutes-là, au vu de ces morts, la rupture va être totalement consommée entre, d'abord, les musulmans algériens d'un côté et les Français de l'autre côté. Tape www.suividecolosénégal.com